Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là je suis particulièrement heureux de vous partager cet épisode avec Éric Langrenier, parce que c'est un épisode qui a une valeur sentimentale spéciale, car Éric Langrenier était en quelque sorte mon maître Jedi. Mon maître Jedi parce que c'est celui qui m'a formé à l'entrepreneuriat en école d'ingénieur. Et mon maître Jedi sur une partie un peu plus personnelle, un peu plus quasiment spirituelle, puisque c'est lui qui m'a, entre autres, à travers tant d'autres choses, amené à la méditation, qui, pour moi, est un des outils les plus puissants qu'on m'ait donné de ma vie. Éric, en plus de tout ce qu'il transmet et apprend sur la partie humaine, sur la connaissance de soi, a créé une école sociale et solidaire qui s'appelle Scola Nova. On ne va quasiment pas en parler, mais je voulais simplement la citer, car Éric n'est pas uniquement un prof d'entrepreneuriat, mais aussi un entrepreneur profondément engagé. Bon, vous l'aurez compris, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de l'expérience d'Éric, mais on va aussi parler de comment il forme les jeunes à l'entrepreneuriat, quelles sont les étapes pour se lancer, quels sont les conseils que lui donne pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On parle aussi beaucoup du fonctionnement de l'humain, des outils, de comment avoir la meilleure vie possible, comment avoir la meilleure expérience possible, peut-être comment être aussi le plus efficace, notamment dans des projets entrepreneuriaux. Et ça, on en parle à travers plein de sujets, mais notamment à travers la méditation. Et enfin, au vu de ce qu'on vient de dire sur l'humanité, sur la conscience, on prend un peu de recul sur ce qui se passe en ce moment pour l'espèce humaine, sur les différentes crises qu'on traverse, et comment on peut se placer et comment on peut agir face à ces crises. Je suis très heureux de vous présenter Éric Langrenier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Éric, c'est, comment on pourrait dire, mon maître Jedi de l'entrepreneuriat. C'est lui qui... j'étais en école d'ingénieur à Centrale Paris, et c'était lui qui était responsable de la filière entrepreneuriat. Donc c'est toi qui nous a introduit à cet entrepreneuriat, c'est toi qui nous a fait rencontrer tous ces entrepreneurs et qui a ouvert la porte vers l'entrepreneuriat pour moi. Donc c'est un épisode un peu sentimental. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te décrire qui était l'enfant Éric et comment, qui était l'enfant Éric et quel a été ton début de parcours, je dirais? Alors, mon début de parcours était à la fois très chouette et compliqué. Très chouette parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis né au Canada, mais de parents français, et je suis revenu en France assez vite. Deux parents profs, donc dans une ambiance privilégiée au niveau des conditions de vie. Donc ça, c'est une chance incroyable. J'ai donc grandi dans le Jura jusqu'à 18 ans. Et voilà, j'ai pu profiter d'un environnement que je trouve magnifique. J'étais dans une ville moyenne qui s'appelle Dole, où je pouvais tout faire en vélo. Donc c'était à la fois beau, tout me semblait accessible. J'avais des amis, fantastique quoi. Fantastique. Et l'école, ça se passait bien? Alors, ça se passait bien. Scolairement, il y avait aucun problème, mais intérieurement, beaucoup plus difficile. Ok. Je m'en suis rendu compte qu'après, parce que sur le coup, tout me semblait normal, j'avais pas de point de référence, tu vois. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est que de la même manière qu'il y a des gauchers contrariés,
donc des gens qui sont gauchers naturellement, mais qu'on force à écrire de la main droite. Moi, j'ai eu l'impression d'être un intuitif contrarié. Et c'est-à-dire que, voilà, on m'a demandé scolairement de faire les choses de manière très analytique, très ordonnée, très carrée. Et je m'y suis plié. Et voilà, c'était la règle et j'ai, je crois, réussi à le faire correctement. Mais simultanément, il y avait un frottement en moi où je me disais mais c'est pas fluide, c'est pas ça la vie pour moi quoi. C'est voilà. Donc et j'ai compris ensuite pourquoi, tu vois. Et voilà, donc cette petite dissonance, ouais, dans un monde qui était quand même globalement sympa parce que j'ai pas eu de problème, ma famille allait bien, je pouvais faire du sport à fond, ce qui était pour moi une ressource incroyable. Voilà, mais j'ai pris conscience qu'en termes de fonctionnement, il y avait différentes choses et que là, ce qu'on me demandait, ça me correspondait pas totalement. Voilà. C'est intéressant. Et donc, à la fin du lycée, pourtant, à la fin du lycée, tu t'es dirigé vers une prépa, alors que c'était déjà quelque chose de très analytique. Ouais, mais je me suis pas dirigé vers une prépa. Ah. Je me suis laissé diriger vers une prépa. Et c'est là où on retrouve un trait de fonctionnement chez moi, gamin, puisque tu me parles de cette époque-là, où j'étais hyper respectueux de ce que me disaient les gens, ce que me demandaient les personnes autour de moi, parce que j'avais toujours l'impression que ils avaient plus raison que moi. C'est-à-dire remise en question. De ma part. Ouais. Moi, je me remettais beaucoup en question, au contraire. Mais des autres, non, parce que j'avais l'impression que les autres étaient plus informés ou mieux informés que moi, et que ce vers quoi j'allais, j'avais rien pour m'assurer que c'était en fait ça qui était le plus juste quoi à cette époque-là. Donc j'avais tendance à faire beaucoup confiance à mes référents, on va dire. Et là, en l'occurrence, en terminale, mon père, mon prof de maths, qui me disait ouais non prépa pour toi c'est bien, etc. Bon, donc j'ai fait une prépa scientifique. C'était pas du tout mon envie. Profondément, moi je voulais être médecin. Ok. À ce moment-là. Et on m'a dit non, prépa scientifique, ça sera mieux pour toi. Bon, ok, s'ils le disent, ils doivent avoir raison. Donc j'ai enchaîné sur la prépa scientifique, où j'ai souffert comme un malade, parce que c'était pas du tout mon karma, mon monde, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Et c'était une question que je voulais pas parler à un autre moment, mais quand nous est arrivé le premier cours que tu nous as donné, enfin le premier cours, si on appelons ça un cours pour simplifier, que tu nous as donné, c'était écoutez, vous là vous êtes à Centrale, très grande école, super, vous avez un super cerveau, vous réfléchissez bien, mais et il y avait une autre partie, mais le cœur là, enfin t'as fait un petit bonhomme au tableau, donc super fort sur la tête, vous réfléchissez très bien, peut-être potentiellement super fort sur le corps, mais c'est au niveau du cœur, on vous a rien appris du tout. Est-ce que c'est lié à ça, le côté, enfin qu'est-ce qui manque dans l'éducation qui serait du l'ordre de l'intuitif ou de l'émotion? Dans l'éducation à la française, pardon. En tout cas, ouais. Il manque l'être humain. C'est ça qui est terrible. Ouais. Le programme officiel de l'éducation nationale de la maternelle est fantastique. Okay. Hyper équilibré sur le cognitif, le comportemental, l'émotionnel. C'est magnifique. À partir du CP, tout devient conceptuel. Les enfants sont mis derrière des bureaux toute la journée, alors qu'un corps d'enfance a besoin de bouger. Ouais. Et on leur fait ingurgiter. La plupart du temps, en tout cas dans les programmes, après ça peut dépendre de la finesse des instituts, mais la plupart sont pas vraiment bien formés à leur métier. Ça, on y reviendra peut-être, c'est un autre gros problème français. Et du coup, on ne fait que bourrer le crâne au niveau conceptuel et on perd énormément sur l'éducation profonde qu'on pourrait apporter aux êtres humains, puisque l'émotion n'existe pas, ou elle est plutôt vue comme étant perturbatrice. Et puis on peut rien faire de son corps. Tout ce qui est tripale, tout ce qui est pulsion n'a pas sa place. Ouais. Donc, en formant le cerveau, on déforme la globalité de l'être humain. On n'apprend pas à connaître comment on fonctionne nous-mêmes, à connaître ce qu'est un être humain. Et ce qui m'a, quand tu nous as donné ces premières bases, je me suis dit mais comment
À 25 ans de vie, personne m'a jamais dit tu peux t'écouter, tu sais que tu réagis comme ça, mais c'est changeable. Enfin, je partage ça, quoi. C'est ça qui est terrible. Dingue. Et on ne travaille. Pourquoi est-ce qu'il manque ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais une intelligence dans un grand pays comme la France, où on a une bonne éducation en théorie, d'intégrer ça, quoi? Il y a 2 problèmes dans les causes que moi j'ai identifiées. Ouais. Le premier, c'est Descartes. L'autre chose, c'est la centralisation à la française. Descartes, j'entends une mauvaise compréhension de Descartes et de la démarche scientifique. Dans le tabula rasa qu'a fait Descartes, et en recommençant par son cogito ergo sum, et en reconstruisant toute la manière de percevoir le monde, Descartes s'est pas mal focalisé, et en tout cas c'est uniquement ça qui a été retenu, sur la raison. Et donc le côté analytique que l'on peut faire avec nos instruments, c'est-à-dire notre cerveau. Ouais. Et comme Descartes est français, comme il a beaucoup influencé la France, eh bien, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont issues de la pensée scientifique cartésienne, ouais, qui en soi est un outil fantastique, mais qui n'est qu'un outil. Et on l'a placé sur un piédestal. Et un outil, c'est un couteau pour éplucher une pomme, quoi. Et là, c'est comme si on avait mis un couteau sur un piédestal et on va faire des prières devant le couteau. Sans se rendre compte que c'est qu'un outil. Ouais. Et du coup, on parle pas de ce qui va utiliser l'outil. Et ça, c'est pour moi un gros trou dans la raquette dans l'éducation française. Donc le premier, c'est Descartes. Je pense donc et on a tout centralisé sur cette pensée analytique. Et le rationnel. Et rationnel. Ouais. Et la deuxième cause? Alors, la deuxième cause, c'est la centralisation. Alors ça, c'est historique, Colbert, les rois de France, etc. Tout est centralisé sur Paris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est un monstre énorme, le plus gros employeur de France, des centaines de milliers de personnes, dirigé par un ministère où le ministre change sur les 20 dernières années environ tous les 18 mois. Donc, comment est-ce qu'on peut piloter ou faire évoluer, plus exactement, une organisation de plusieurs centaines de milliers de personnes avec un pilote qui, lui, change tous les 18 mois et qui, la plupart du temps, est fortement influencé par un agenda politique, c'est-à-dire de communication. Donc, il y a énormément d'effets d'annonce, etc., mais très peu de temps pour changer les choses en profondeur. Donc, du coup, ça crée une sorte d'immobilisme. Le problème de cette centralisation, c'est qu'il va y avoir du coup énormément d'acteurs qui sont là pour faire des relais informationnels, donc c'est l'administration, pour faire simple, qui, et je n'en veux pas aux gens qui sont dans l'administration, mais la conséquence opérationnelle basique, c'est que ça consomme du budget. Et donc, in fine, par rapport à tout le budget qui est mis dans l'éducation nationale, ce qui va servir à la pédagogie elle-même est énormément grignoté par l'importance de la machine administrative qui gère la centralisation. Quand on va dans un pays comme la Finlande, donc les pays nordiques ont un système éducatif intéressant. D'ailleurs, ils sont dans les premiers au classement PISA, alors que, étonnamment, nous, maintenant, on est parmi les derniers. Ouais. C'est comme ça. Tu parlais un grand pays sur l'éducation. On l'a été. Ouais. Jules Ferry, l'éducation gratuite pour tous, c'est fantastique. Et à aucun moment, je remets ça en cause, bien entendu. C'est génial. Ouais. Mais les moyens qui ont été mis en œuvre dans le temps correspondent pas à une réalité pratique. Donc, si je reparle juste en un instant de la Finlande, ils sont 10 fois plus petits que nous. Et ils sont complètement décentralisés. C'est-à-dire que les programmes du CP à la terminale font l'épaisseur en nombre de pages du programme annuel en France pour chacune des étapes. Donc les profs sont très 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 libres et les établissements sont très libres. Exactement. Tu as bien résumé la chose. Grande autonomie des profs, grande autonomie des établissements, très peu de centralisation. Mais la grosse différence pour arriver à faire ça, c'est que les profs sont formés à leur métier. Okay. Ils sont recrutés comme nous à Bac+5, mais ils ont passé au moins la moitié de leur temps à faire de la psychologie et de la pédagogie, alors qu'un prof français n'en a fait, pour la plupart d'entre eux, aucun moment. Et pour les meilleurs d'entre eux, quelques heures. C'est hallucinant. Et le budget par étudiant est le même qu'en France. Donc ça veut dire que les classes sont plus petites, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'adaptation, capacité à faire évoluer les gens individuellement, à transmettre les choses en fonction du contexte et non pas uniquement du programme, etc. Et on voit le résultat.
C'est incroyable. C'est fantastique. Beaucoup plus de confiance et de pouvoir dans les mains du prof qui peut amener ce qu'il a appris. Et donc, tout ça explique pourquoi en France, on n'est pas formé à notre fonctionnement et à savoir comment interagir dans la vie, quoi. Bah, exactement, parce que le système s'auto-reproduit. Ouais. Les profs, aujourd'hui, qui n'ont pas été formés, ont tendance à appliquer ce qu'ils ont vécu en tant qu'étudiants en voyant leurs profs et en se disant comment j'ai été formé, et reproduisent le système. Et comme on a des gros trous sur la raquette au niveau comportemental, émotionnel, relationnel, eh ben, on arrive à ce système qui, aujourd'hui, de mon point de vue, est totalement décalé par rapport à ce dont on a besoin. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne pensais pas avoir une réponse aussi carrée sur ce sujet. Donc, on arrivait au moment où tu étais en prépa et je voulais te demander, tu as cette passion, cette curiosité sur notre fonctionnement. Tu viens de dire un peu les mots-clés sur le comportemental, le relationnel. Tu sais d'où elle vient? Enfin, tu sais d'où elle vient et tu t'en rappelles d'avoir commencé à chercher ça dans ton enfance? Ou c'est arrivé plus tard? Alors ça, ça est arrivé en plusieurs étapes. Oui. Je pense que, comme j'étais très sensible, j'ai subi beaucoup de relations sans avoir d'outils pour ça, étant gamin. Je vois un prof qui est pas content après moi. Quelque part, je trouve ça injuste parce que j'ai travaillé, mais j'arrive pas à l'exprimer. Donc là, je me dis, c'est dommage de pas arriver à dire ça. Donc, tu vois, prise de conscience de mes limites en termes relationnels, de ma difficulté à exprimer mes émotions. Donc ça, je l'ai senti assez tôt. Et puis après, ça s'est développé en grandissant, en lisant, en prenant un peu de recul. Et après, alors vraiment plus tard, là, quand j'ai commencé à gérer ma boîte, là, ça devenait nécessaire de gérer la relation. Une entreprise, une organisation, c'est un collectif humain. Et là, si on gère pas la relation, on va vite dans le mur. Donc là, j'ai appris un peu sur le tas. Dès que j'ai vendu ma première boîte et que j'ai récupéré du temps, là, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre, à aller chercher des outils. Voilà. Et là, ça a été majeur. J'ai fait une formation de coaching qui était exceptionnelle. J'ai fait de la psycho, dont des stages qui m'ont poussé dans mes retranchements assez loin, et j'ai découvert des trucs incroyables qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Et puis après, voilà, j'ai découvert des gens fantastiques qui sont allés très loin dans la compréhension de l'être humain. Je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait en dehors de ce qui se fait en Occident, à ce qui se fait en Asie, notamment l'Inde et la Chine, au niveau historique, j'entends, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de dysfonctionnements, mais ils ont des socles de compréhension de l'homme et de l'univers qui sont très différents de ce qu'on voit en Occident. Donc, je me suis nourri aussi de beaucoup de ces influences-là. Merci, Eric. Tu viens de la citer, donc tu as fait tes études d'ingénieur. Tu peux me raconter ton aventure entrepreneuriale qui a suivi? Mon aventure entrepreneuriale, c'est que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'ai adoré mes études à Centrale. Voilà, j'ai beaucoup souffert en prépa, même si j'ai aussi beaucoup appris. Ouais. Je suis très heureux de ce que j'ai fait en prépa. Attention, j'ai souffert au niveau humain, parce que c'était pas du tout le contexte dans lequel je pouvais m'épanouir humainement. Mais intellectuellement, ça a été fantastique. Donc je ne rejette rien de ça. C'est juste l'expérience qui a été très désagréable. Mais l'apprentissage a été super constructif. Et est-ce qu'il aurait été aussi constructif sans inconfort et sans douleur ou pas? Est-ce qu'il aurait été aussi instructif? Je pense qu'il aurait été beaucoup plus. Ok, intéressant. Ben bien sûr, parce que je pense qu'on est au top de notre performance quand on est détendu. Quand on est sous stress, ce qui rentre est sous la contrainte, c'est pas du tout la même chose. Je comprends. Je parlais plus de l'expérience de l'inconfort et tout comme dans un marathon, on va souffrir un moment et ça fait partie de l'expérience. Oui. Dans la prépa, il y a un côté, en fait, le fait d'avoir été obligé, ça nous apprend. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais simultanément, tu as raison. Cette forme de contrainte qui pousse dans ses retranchements et qui est hyper exigeant dans sa discipline perso, comme dans les résultats qui sont attendus, oui, ça m'a énormément apporté. Et ça, j'en ressens encore les effets positifs aujourd'hui. Ouais. Donc ça, oui, ça a aussi cette facette-là. Même si je pense que globalement, ça pourrait être plus efficace, mais voilà. En tout cas, ça tient
à la prépa peut-être ou aux profs que j'ai eu, ça tient à qui j'étais à cette époque-là. Je connais des tas d'amis qui ont très bien vécu leur prépa. Donc, je ne jette pas la pierre sur la prépa de manière générale. Voilà, je contextualise. C'était pour moi à ce moment-là. Non, je comprends. Et du coup, tu me dis que tu n'avais pas le choix de lancer une boîte. Ouais. Oui, parce que je me suis jamais projeté ingénieur. Okay. J'étais curieux de tout. Depuis que j'étais ado, je faisais de l'informatique de manière très précoce là par rapport à la période dans laquelle j'étais. Donc, je veux dire, intellectuellement, c'était pas le problème de construire et de réfléchir comme un ingénieur. Ça m'allait bien. Mais c'est en termes de métier. Je ne me projetais pas du tout comme ingénieur. Pour moi, ça ne me parlait pas. C'était une représentation tristounette de quelqu'un au costume gris qui va dans un grand building tous les jours et qu'on ressort à la fin de la journée et qui a... Je savais pas ce qu'il avait fait. Voilà. Donc ça m'appelait pas du tout. Et le seul truc dont je rêvais à ce moment-là, c'était d'aventure. Okay. Et pour moi, quand j'ai créé ma boîte, c'était pour me réconcilier avec cette notion d'aventure dont j'avais profondément besoin. Et l'image que j'avais en tête en créant mon entreprise, c'était de partir dans la jungle avec ma machette. Et c'était aussi à une époque où il n'y avait pas du tout de cours, de formation sur l'entrepreneuriat, il n'y avait pas d'incubateur. Donc là, c'était aussi plus le Far West. Donc, ça se rapprochait peut-être un peu plus aussi d'avoir l'impression d'être obligé de défricher son chemin sans repère particulier. Et simultanément, ça me plaisait énormément parce que je me disais, je ne sais pas du tout où je vais, mais qu'est-ce que je vais prendre du plaisir à découvrir les animaux que je vais voir en cours de route, quoi. Voilà. Ok. Et donc, tu t'es lancé dans l'informatique puisque c'est ce que t'aimais. Comment ça s'est passé cette aventure alors ? Alors, en fait, il y a eu un passage par la science quand même. Okay. C'est-à-dire qu'en parallèle de ma 3e année, j'ai fait un master de biophysique moléculaire à Jussieu. Parce que j'aimais aussi la bio, le vivant, ça m'a toujours passionné. Et la biophysique, c'était un moyen de faire le lien entre un peu la science que j'avais de Centrale et puis la bio. Et donc, j'ai passé mon année de service militaire comme scientifique du contingent dans un laboratoire à Saclay, du CEA. À Saclay à l'époque. Voilà, donc je suis resté 1 an dans un labo du CEA. J'aurais dû continuer par une thèse. Mais là, effectivement, la passion de l'informatique a repris le dessus. Et donc, du coup, j'ai créé ma boîte sur cette thématique. Ça, c'était en 93. Pas le même informatique. Ouais. C'était des... Ah ben, on était à la préhistoire. On était totalement à la préhistoire puisqu'il y avait pas d'ordinateur portable, quasiment. Il y avait pas de téléphone portable. Il y avait pas d'internet. Tu crées les premiers ordinateurs. Donc du coup, on était dans un monde qui est impensable, inimaginable aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce que j'ai connu. Et donc, j'ai participé, et justement, c'était le travail que je faisais avec cette boîte-là, aux premières étapes d'Internet en France. Ouais. C'était quoi le business model alors d'une telle entreprise ? Ah ben le business model, quand je suis parti dans la jungle, je le connaissais pas, je savais même pas ce que c'était qu'un business model, tu vois, j'avais jamais entendu ces mots-là. Okay. Donc nous on y allait tu sentais qu'il y avait plein d'erreurs à faire et il y avait plein de problèmes à résoudre dans l'informatique. Et ça venait de ce que j'avais découvert à Centrale, parce qu'on avait j'avais la chance d'avoir dirigé une asso qui existe toujours, qui s'appelle Via Réseau, je crois maintenant. Ouais, voilà, qui s'appelait Via à l'époque ou Centrale Réseau. Et qui permettait de rendre les services informatiques sur la résidence. Et on avait impliqué des partenaires industriels, IBM, Bouygues, une autre boîte qui n'existe plus aujourd'hui, à financer le réseau informatique de la résidence des étudiants, ce que les partenaires industriels avaient accepté parce que ça leur faisait une super vitrine technologique. Donc on a bénéficié du plus grand réseau d'ordinateurs interconnectés en France à cette époque-là. Et donc, ça faisait un joujou magnifique où on pouvait faire des tas d'expériences. Et ça, c'était relié avec une fibre optique au centre de calcul de l'école qui lui-même, via les laboratoires, était relié à Renater, c'est-à-dire un réseau universitaire français, mais qui lui-même était relié au même réseau universitaire américain, avec une liaison sous la Manche. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis nos chambres, en bidouillant un peu, on avait accès à des ordinateurs qui étaient aux États-Unis. À l'époque,
mais c'était de la science-fiction, quoi, de la science-fiction. Tu me parles. Voilà. Et donc, comme on avait joué avec ça, on s'était dit, waouh, mais ce truc-là, ça va changer la donne dans ce que vont faire les gens, les entreprises. Et donc, allons là-dessus. Donc, quelque part, l'intuition était bonne, mais le timing était mauvais. Voilà. Un peu tôt. Trop tôt. 4 ans de galère, parce que pas de marché, en fait. Et ça, on l'avait pas compris à l'époque. Merci beaucoup. J'avais plus tous ces souvenirs. Donc, tu te lances dans cette aventure entrepreneuriale. 4 ans de galère, tu dis. Ouais. Comment? De galère heureuse. Ouais. Hein. Galère financière, parce que j'étais payé une fraction du SMIC avec mes 2 associés. Vous étiez 3 associés. 3 associés. Pendant 4 ans. Ouais. Donc, grosse galère financière. Le tiers du SMIC d'abord, puis la moitié du SMIC. Donc, moi, j'étais en voie de clochardisation. Hein. J'avais des trous dans mes vêtements. Voilà. Mais hyper heureux de ce que je faisais au quotidien. Donc, voilà, je l'ai pas mal vécu non plus. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte à la fin de l'histoire, je dirais? Bah alors, si on peut faire une ellipse ou je te laisse dire ce qui te semble intéressant. Ouais, alors bon, ça finit par démarrer parce que le marché US a fini par rattraper la France et là, on était super bien positionnés. Donc, on a eu une croissance rapide pendant les 4 années suivantes. Donc, on était une centaine de personnes qu'on a vendu l'entreprise à une boîte française qui nous a racheté et avec laquelle on a fusionné. Voilà, et dans laquelle je suis resté 1 an pour contribuer à gérer la réunion des équipes. Ok, merci. Qu'est-ce que t'as appris avec cette première boîte? C'est quoi tes fiertés de cette aventure en fait de 8 ans qui Ok. Bah, mes fiertés, c'est d'avoir développé une certaine forme de résilience. Parce que ça, je pense que c'est ce qui peut manquer à pas mal de personnes à certains moments, c'est que au niveau occidental, globalement, on est dans le confort, quoi. Et on s'engourdit un peu, on râle beaucoup, hein, parce qu'il y a toujours des trucs qui vont pas, les politiques qui comprennent pas et tout. Ouais. Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. La plupart du temps, on manque de références externes. Voilà. Et donc, on se plaint de choses sans se rendre compte de la facilité qu'on a sur beaucoup de choses. Alors, je parle pas de toute la population française. Il y a effectivement des personnes en difficulté. Il y a des choses à changer, tu l'as dit. Sur l'éducation, hein, c'est bien Donc ça ne m'échappe pas du tout. Mais globalement, quand on râle, c'est souvent qu'on se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Donc, et la résilience, c'est aussi une forme d'acceptation de conditions momentanément difficiles qu'on est prêt à traverser pour arriver à aller vers une situation meilleure, qu'on contribue à construire. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses tombent comme par magie. Et ça, je pense que quand on a ça, c'est un atout formidable parce que ça nous rend beaucoup plus confortable par rapport aux aléas de la vie. Ok. Et c'est donc, tu as appris la résilience, très bien. Tu l'as dit. Enfin, j'ai une question, c'est pourquoi? Et au début, tu as dit pourquoi je me suis lancé, c'est que j'avais pas le choix, en fait, je voulais de l'aventure. Est-ce que le pourquoi pourquoi tu te réveilles le matin, de ce que tu fais dans ta vie est resté le même? Est-ce que c'est resté la même chose qu'à l'époque? Ouais. Alors, il y a une partie. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Alors, il y a une partie qui est restée la même et il y a eu des évolutions, bien sûr. Dans ce qui est resté identique, je dirais que c'est tout simplement la joie de vivre. La vie, c'est magnifique. Tu as toujours eu ça, cette conscience que c'est une chance d'expérimenter tout ça? Je l'ai pas conscientisé comme ça, mais j'ai toujours été émerveillé par la vie, par la nature, par ce qui se passait autour de moi. Ça m'a toujours fasciné de manière positive. Et c'est une sorte de fraîcheur de gamin, quoi. Tu vois. Et ça, j'ai eu la chance de l'avoir gamin parce que j'étais dans un milieu il n'y avait pas de difficulté, donc c'était facile d'accès. Peut-être bien câblé sur le cerveau. Peut-être, mais j'ai eu cette chance-là. Et ça m'a jamais abandonné, quelque part. Donc ça, je l'ai toujours. Et je dirais même que ça s'est renforcé en grandissant intérieurement. Est-ce que le fait de le conscientiser, ça l'influence ou pas? Bien sûr. Le fait de se dire, oui, je suis heureux, mais en plus, c'est normal que je sois heureux. Et que c'est normal que je m'émerveille devant tout ça et que... Parce qu'il y a un côté insouciance aussi de l'enfant ou de celui qui n'est pas conscient, qui est juste dit, waouh, une coccinelle. Et moi, c'est plus personnel. Je pense que même si j'étais émerveillé quand j'étais petit, en le conscientisant, ça m'a aidé à être émerveillé. Mais du coup, je me demande comment c'est d'être émerveillé sans du tout y penser en étant complètement inconscient, quoi. La spontanéité, c'est ce que tu dis, c'est quand même très chouette, quoi. Tu vois une coccinelle, c'est magnifique. Et là, il n'y a pas besoin de se faire des modèles de ce que c'est qu'une coccinelle, quoi. Juste observer la coccinelle, c'est fantastique. Après, quand on a un degré de conscience qui se met par-dessus,
c'est de voir le côté fractal du monde, quoi. C'est cette coccinelle, en fait, elle est partout, et ça ouvre sur des horizons qui dépassent le matériel. Et c'est là où ça, c'est plus la deuxième partie de ma vie, quoi. Ouais. Ok. Donc le premier pourquoi qui t'a suivi, c'est la joie de vivre. C'est quoi les pourquoi qui sont arrivés après? Les pourquoi, rappelle-moi. De pourquoi tu te enfin de ton travail, de ce que tu fais dans ta vie, en fait. Qu'est-ce qui t'a... Ce qui donne du sens, qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui te motive? Le pourquoi, c'est qu'est-ce qui te motive de... Alors, la joie de vivre, je l'ai dit, et ensuite, je crois que c'est la joie d'apprendre. Voilà, de sortir de mes idées reçues, de sortir de ce que je connais pour découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est un moteur extrêmement puissant, en tout cas chez moi, et qui là aussi a toujours été présent. Ouais, apprendre, ça, je trouve ça fantastique. Et puis, je dirais qu'ensuite c'est la richesse des relations entre les personnes. Okay. Voilà, qui pour moi rejoignent les deux points précédents, hein, mais qui est une facette un petit peu différente, mais ça rejoint les deux autres. Ouais. Bah oui, la joie d'observer, la joie d'apprendre comment les êtres humains se mettent en communication. Oui, on ne peut pas ne pas être en contact avec des êtres humains aujourd'hui. Et la difficulté, c'est que je vois beaucoup de mes congénères qui subissent une grosse partie de leur relation avec les gens qui sont autour d'eux. Ouais. Voilà. Et si on a de la joie de vivre et qu'on aime apprendre, c'est quelque chose qu'on peut facilement transformer et ne plus subir les relations. Et ça change beaucoup de choses dans le confort, mais aussi dans ce qu'on peut faire. J'entends au niveau opérationnel, que ça soit à titre privé comme au niveau professionnel. En tant qu'outil, en fait, le fait de connaître la relation humaine, ça te permet d'en faire tellement de choses. Bien sûr, sans être manipulatoire du tout. Tout simplement parce que si je ne subis pas, je peux mieux piloter. Piloter au sens collaborer et co-construire. Merci. Avant de continuer sur cette partie humaine, et parce qu'on a parlé de cette aventure entrepreneuriale, donc Eric, c'est toi tu gères la filière entrepreneuriale centrale, donc c'est-à-dire que tu as mis en place un programme de comment est-ce qu'on donne à des élèves en 8 semaines les clés pour lancer une boîte. C'est quoi pour toi les étapes, les clés pour quelqu'un aujourd'hui qui, avant d'aller regarder sur Internet comment lancer une boîte, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh que c'est très facile. Mais en même temps, je suis d'accord. Que c'est à la fois très facile intellectuellement, mais que ça va demander du boulot sur le terrain. Et qu'il va y avoir plein d'imprévus. Et donc là aussi, ça demande une certaine forme de résilience. Comment ça peut être aussi facile Parce que le principe est simple. Une entreprise, c'est quoi? C'est une organisation humaine qui produit un produit ou un service à destination de clients. Une fois qu'on a dit ça, on en tire facilement des conclusions assez évidentes. Pour que ça fonctionne, il faut avoir des clients. Donc, le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est avant de vous lancer dans la démarche entrepreneuriale, réfléchissez à qui est votre client et quel est son besoin. Ça paraît bête de dire ça, mais quand j'ai lancé ma boîte, j'avais pas ça en tête. Ou que trop partiellement. J'étais trop fasciné par la beauté technologique de ce qu'on pouvait faire. Tu étais sur le produit et tu t'es pas demandé à qui ça va servir. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette erreur d'appréciation sur la maturité du marché. Donc, à qui est-ce que je vais rendre service? C'est la première question à se poser en tant qu'entrepreneur. Concrètement sur ça, on prend le téléphone et on appelle. Et on demande bonjour, j'ai cette idée, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, j'avance. C'est une manière de le faire, il y en a d'autres. Moi, j'aime la rencontre directe parce qu'on va avoir d'autres signaux qu'on n'a pas au téléphone. Je peux demander si le produit intéresse la personne, mais là, c'est une question un peu fermée. Je préfère les questions ouvertes quand je suis en mode exploratoire. Donc, essayer de comprendre quelle est la situation, quelle est la difficulté que rencontre la personne dans telle situation avant de lui parler de mon produit. Parce que ça va me permettre d'apprendre des choses que je ne connais pas encore, alors que si je présente mon produit, je vais avoir des feedbacks sur mon produit, mais la personne ne va pas forcément me donner les paramètres qui me seraient utiles pour voir mon produit différemment. Le vrai problème en fait qu'il a derrière. Exactement. Si je vais trop vite dans la recherche de est-ce que mon produit vous convient, la personne me parlera peut-être pas de la même manière de son contexte que si je vais observer quelle est justement sa situation. Tu nous avais dit, un bon rendez-vous client, c'est un rendez-vous où c'est lui qui parle tout le temps, parce que c'est là où tu récupères tout ce que tu veux récupérer, quoi. Oui, et ça,
c'est aussi une de nos difficultés, c'est qu'on n'est pas formé à l'écoute. Ouais. Encore un outil. Mais oui, mais oui. Ouais, alors qu'au niveau humain, c'est essentiel. Et au niveau business aussi. Ouais. Ok. Donc première étape, client, besoin. Bien comprendre le besoin. Bien comprendre le besoin. Une fois qu'on a compris le besoin, ne pas sous-estimer le temps passé à qualifier l'intensité du besoin. On va trop vite sur des produits ou des services qui certes répondent à un besoin, on coche la case, mais on ne s'est pas suffisamment interrogé. Ah bah oui, ça m'intéresserait en fait. Oui, par exemple, et il peut y avoir un vrai intérêt, sans pervertir, tu vois, la validation du besoin. Ouais. Mais tous les besoins n'ont pas la même intensité. Et le gros risque, ça va être de passer beaucoup de temps à construire un produit ou un service qui répond à un besoin, finalement, d'une intensité relativement faible. Est-ce que l'intensité, elle est uniquement à chiffrer financièrement? Ça dépend à qui on vend. Si on vend à des entreprises, oui. Okay. C'est radical. Là, mon point de vue, je suis pas très dogmatique, mais là, de manière probabiliste, oui, ouais. Parce que ce qui fait qu'une entreprise achète, c'est ce qui va lui permettre d'améliorer son chiffre d'affaires ou d'améliorer sa marge en réduisant ses coûts ou en augmentant la valeur de son produit. Ça se traduit dans une entreprise, même si, bien entendu, une entreprise ne se résume pas à une équation financière. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut absolument que l'équation financière, elle soit bonne. Donc, c'est ce qui radicalise un peu les arbitrages à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas mettre d'humain dans les entreprises, hein, au contraire. Mais c'est absolument nécessaire que l'équation soit solide. Et donc, pour vendre à une entreprise, arriver à chiffrer quelle est la valeur financière que j'apporte à l'entreprise, pour moi, est absolument un must. Si je vends à des particuliers, c'est différent. Okay. Mais pour une entreprise, oui. Et à des particuliers, il y a un peu un côté... c'est un saut de foi. J'ai interviewé 500 personnes, j'ai l'impression que le besoin est là, donc j'y vais, parce que c'est impossible de savoir si tu vas vendre à 500, 1000, 1 million de personnes. Oui, mais il y a pas que les déclarations d'intention. Pour moi, il y a tout ce qui va être les tests d'achat possibles, même avant même que le produit soit prêt. On peut vendre un produit même s'il n'est pas prêt, ou on peut faire des précommandes, c'est les plateformes qui existent aujourd'hui. Ce que Elon Musk a fait. Exactement. Faire une Tesla, acheter-la en avance. Mais surtout, il l'a fait pour les Tesla, pas trop. Il l'a beaucoup fait pour les batteries domestiques, qui lui ont permis d'avoir suffisamment d'intention d'achat ou de précommande pour motiver les investisseurs à investir dans les méga factories qui permettent de construire des batteries. Après, pour les Tesla. Mais au départ, c'était pour les grids énergétiques. Voilà. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Tu regardes ton client, tu vois son besoin, tu développes ton produit, ton service. Vérifier l'intensité. Vérifier l'intensité. Du besoin. En fonction de si c'est entreprise. Encore une fois, vous voyez, il y a deux types. Il y a le must-have et le nice-to-have. Must-have, c'est j'ai pas le choix, il me le faut. Si jamais le produit existe, ça va être un game, ça change ma vie. Ouais. Le nice to have, c'est un bonus sympa. Mais la trajectoire de la startup sera pas du tout la même si vous faites un produit nice to have ou un produit must have. Ouais. Donc, si vous vous concentrez pour vérifier que vous avez bien un produit must have, c'est-à-dire qui change vraiment la vie de votre utilisateur, qui lui apporte énormément de valeur, là, tout change. Parce que ils vont se battre, en fait. Tout ira beaucoup plus vite. Or, une startup, elle se bat contre le temps au départ. Donc, si ça va plus vite du côté de ses clients, ça va être vraiment gagnant pour la startup. D'autre part, la valeur que vous créez pour votre client va fixer la valeur du prix à laquelle vous allez vendre votre produit. Donc, ça va changer vos marges. Si ça change vos marges, ça change votre capacité à trouver des investisseurs. Voilà, donc tout change. Merci, c'est une bonne piqûre de rappel de ce que tu nous avais appris à l'époque. J'ai perdu ma question. Nice to have, must have. C'est pas grave, je la retrouverai. C'est dommage, j'avais une question intéressante. Ouais, prends ton temps, hein. Elle reviendra. Pas de souci. Tout à l'heure, on a parlé du manque d'éducation à l'humain, de savoir comment on fonctionnait. Moi, je suis tout bêtement à la méditation. Un jour,
c'était certainement toi qui nous en avais parlé, mais en fait, quand tu découvres cette voix intérieure, quand tu découvres comment tu peux pas maîtriser, mais connaître tes émotions, je me suis dit, mais comment, à 25 ans, je sors d'une des meilleures écoles, soi-disant, on ne m'a jamais expliqué ça. Et donc, on disait, il y a pas de, c'est pas dit dans les écoles. Toi, cette volonté, tu l'as dit, toi, enfin, je pense que tu as la réponse, hein. Tu m'as dit, moi, je fais ça pour la joie d'apprendre et parce que je suis curieux. Mais est-ce qu'il y avait aussi une partie de toi qui voulait être, tu l'as dit, la vie est trop belle et j'ai envie peut-être d'avoir la meilleure vie, j'aime pas ce terme, mais la meilleure version de moi-même. Est-ce que quand tu refais des recherches sur le fonctionnement de l'humain, sur comment moi je vis, c'est dans quel objectif? Bah, c'est tout simplement oui, alors il y a la joie de la découverte, tu vois. C'est aussi, il y a effectivement un côté utilitaire dans la mesure où si je comprends mieux comment fonctionnent les relations, par exemple, je sais que je vais augmenter mon confort. C'est ce que je disais sur le fait de ne pas subir, hein, mais d'avoir le choix de la réponse que je vais donner plutôt que d'avoir une réponse compulsive, basique. Et puis il y a aussi le côté donc de ce que ça peut apporter sur les aspects entreprise, mais pour moi il y a aussi une grande joie à transmettre ce que je découvre, ce que j'apprends. C'est pour ça que je fais ce que je fais à Centrale, et c'est pour ça que je le fais peut-être de manière un peu différente de certains profs qui le font peut-être de manière plus scolaire. J'essaie de le faire de manière la plus humaine possible parce que ça, je pense que c'est un levier colossal en termes d'envie d'apprendre pour les étudiants. Et puis parce que je pense qu'en faisant ça, c'est l'angle que j'ai trouvé, en tout cas, comme contribution que je peux avoir dans notre monde actuel, dans notre société, pour essayer d'améliorer un peu les choses. Parce que si les personnes se comportent un peu moins comme des brutes les unes envers les autres, parce que c'est ce qu'elles ont vu toute leur vie et qu'on se pose pas la question. Oui, et donc si elles sont, s'il y a un peu plus de souplesse, un peu plus de finesse, un peu plus de respect, un peu plus d'écoute, ça change beaucoup de choses dans un collectif. Et bon là, j'en suis qu'au tout début par rapport à ce qu'ont fait certains grands maîtres, tu vois. Mais c'est ce que dit Gandhi. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer votre pays, votre région, votre ville, votre famille et vous-même. Voilà, donc. J'essaye de me changer moi-même, et en tout cas je sens que j'ai énormément de progressé depuis 30 ans, et ça, j'ai du plaisir à donner des outils à ceux qui ont envie d'en avoir, et ça me permet peut-être d'équiper un certain nombre de personnes autour de moi avec une manière de voir les choses, des outils relationnels, des outils personnels qui leur permettent, de mieux vivre, et d'être peut-être plus efficaces et moins toxiques envers leur environnement humain ou qui sont deux choses tellement l'efficacité est très importante très personnellement, mais le fait d'être toxique, de diffuser des énergies positives est tellement je trouve ça tellement flagrant quoi, quand tu le vois instantanément quoi. Oui, soit conscientisé ou non. Et donc c'est quoi tes outils, c'est quoi ces changements qui, par rapport à, je vais dire, j'ai pas envie de caricaturer en disant un humain lambda, mais c'est celui qui sort, qui s'est jamais posé ces questions, à qui on n'a jamais spécialement transmis, c'est quoi les gros changements quand tu t'intéresses à ça, quand t'as envie d'être moins toxique, d'être plus efficace? C'est quoi les changements et les outils principaux peut-être? Si c'est possible de répondre à cette question. Ouais, il y en a tellement. Il y a tellement de choses qui sont faisables. Et ça dépend beaucoup de à qui je parle, tu vois, et à quelle étape la personne se trouve. Donc c'est très dur d'être générique. Mais pour faire simple, si j'essaie d'aller à la racine, la première chose, je pense, c'est d'être conscient de nos limites et du fait que l'on voit le monde tel qu'on le voit à travers le filtre de ce qu'on a appris ou de ce qu'on a tiré comme conclusion de nos expériences précédentes. Est-ce que c'est la même chose que dire, en fait, toi, tu as tes lunettes de ta vie, toute ta vie, tu as regardé de la vie parce que c'est les lunettes qu'on t'a construit devant les yeux, et en fait, il faut que tu comprennes qu'il y a d'autres types de lunettes? Absolument. Je sais plus si c'est de toi qui avait cette image. Oui. Alors, elle est pas de moi, hein. Ouais. C'est une image très, très, très classique. Mais oui, c'est cette notion de filtre, donc de lunettes, et d'être conscient qu'on a des filtres. Même si je ne sais pas encore quel est mon filtre, savoir que j'en ai un, parce que c'est facile de comprendre ça. Ouais. Que je suis influencé par ce que j'ai vécu. Mais le problème, c'est que ce qui m'a construit ce filtre, c'est le passé. Ouais.
et il se superpose à la réalité d'aujourd'hui. Et à certains moments, ce qui était juste dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Donc si je ne me mets pas à jour, si j'ai pas conscience que j'ai ce filtre, ben je fais aucun travail. Si j'ai conscience qu'il y a ce filtre, même si je le connais pas bien, mais que je suis à l'écoute du fait qu'il y a des choses que je modélise, que je comprends, que je catégorise d'une certaine manière, alors que c'est peut-être pas très juste. Ouais. Je me donne de l'ouverture. Et c'est cette ouverture qui va permettre d'accepter une opinion différente. Et si je creuse quelle est l'opinion différente, sans la juger a priori, parce qu'en me disant que la manière dont je vois les choses, elle est peut-être pas plus juste que celle qu'a l'autre, et que j'essaye de comprendre pourquoi l'autre voit les choses de telle manière, la plupart du temps, je m'enrichis et je limite les influences de mon filtre. Je nettoie mes lunettes. Tu nettoies tes lunettes au fur et à mesure. Et tu grandis et tu te connectes avec l'autre potentiellement beaucoup mieux. Okay. Et c'est là où je fais le lien avec quelque part ce qui m'a un peu handicapé étant gamin, c'est la capacité à se remettre en question. Chez moi, le curseur était sans doute mal réglé quand j'étais enfant, parce que je me remettais sans doute trop en question. Ouais. Mais c'est important de savoir se remettre en question assez régulièrement. Et même si on l'avoue pas pour pas perdre la face, etc., dans certaines situations, savoir se remettre en question, c'est fondamental si on veut évoluer et si on veut être plus juste. Et si on veut grandir, ouais. Je suis d'accord. Moi, cette histoire-là de voir le filtre de l'autre, ça m'a énormément aidé dans ma relation, forcément avec Jeanne, ma copine, mais avec Maurice, mon associé. En fait, se dire, lui dit quelque chose, il est convaincu, moi, je suis pas du tout d'accord. Mais en fait, c'est ses lunettes à lui, et s'il en arrive à sa conclusion, c'est qu'elle est forcément bonne, quoi. Il a beaucoup de graines dans ce qu'il dit. Donc, je partage ça. Ok. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur les outils ou sur les changements? Donc les outils, c'est être conscient de ces filtres. Ouais. Du coup, une des conséquences de ce que j'ai décrit, mais je le nomme parce que pour moi ça a tellement d'importance, c'est l'écoute. Ouais. L'écoute / observation. L'écoute, c'est avec les oreilles, mais c'est aussi avec les yeux, c'est avec tout ce qu'on est. C'est observer à travers, en allant plus loin que la surface des choses. Être conscient, s'observer soi-même, observer les autres. Oui, t'as raison, ça rejoint totalement notre niveau de conscience, mais souvent la conscience, comme c'est un grand mot, il y a des choses très très différentes derrière, je l'utilise avec précaution, mais c'est ne pas se limiter à la surface des choses et essayer d'aller un petit peu plus loin. Et ça développe notre écoute, notre observation. Si je reprends la coccinelle que tu as citée tout à l'heure, c'est pas juste se dire « Ah bah tiens, il y a une tache rouge, ah ouais, c'est une coccinelle, et je m'en vais ». C'est prendre ne serait-ce que 30 secondes à observer la coccinelle, sans penser à autre chose. Juste regarder la coccinelle, voir comment elle se déplace, voir que sous les ailes, il y a des élytres, voir le côté totalement incroyable, en tout cas pour un ingénieur, sur mais comment un truc qui fait quelques millimètres cubes est auto-alimenté en énergie et aussi beau, arrive à survivre dans cet environnement. Voilà. Juste s'émerveiller devant ça en observant et en se posant des questions sur comment c'est possible et voilà, en tirant des leçons. Juste ça, c'est de l'écoute. Ouais. Si on le fait, non pas uniquement sur les coccinelles, mais sur ce qui se passe dans nos situations quotidiennes, mais notre filtre, il évolue à une vitesse considérable. On nettoie ses lunettes. Et oui, mais on devient plus agréable pour les autres, parce qu'on arrête de les juger en pensant que nous, on a raison. On s'enrichit soi-même parce que les autres ont une partie de choses qu'on n'a pas, et c'est ce que tu disais sur ton associé, sur Jade, etc. Et donc on grandit, mais en même temps, en étant comme ça, on amène les autres à être un peu plus ouverts. Et donc on est en train de décoincer le système. C'est pour ça que ces deux qualités-là, être capable de se remettre en question, avoir de la profondeur d'écoute, je pense que c'est déjà deux outils assez majeurs pour arriver à évoluer, oui. Merci. Et donc, j'enchaîne sur le troisième, parce que tu vas m'y amener, ou tu en as parlé tout à l'heure, c'est alors ce qu'on appelle la méditation, ce qui est une écoute, parce que ça revient exactement à la même chose, c'est une écoute, mais tournée vers l'intérieur.
Et ça, c'est le grand oublié de notre civilisation occidentale, parce qu'avec Descartes, on a surtout reconstruit notre compréhension du monde extérieur, alors que justement, ce qui vient d'Asie a mis le focus sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, on peut développer notre écoute, notre observation de ce qui se passe à l'extérieur de nous, ce que je viens de dire à travers la coccinelle ou les situations dans lesquelles on est plongé, mais on peut faire exactement le même boulot sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quelque part, c'est le début de la méditation. Et ça peut aller très très loin. Et surtout, ça peut aider à notre partie. Moi, je trouve que la méditation sur soi-même, à se connaître, va aider à être plus conscient de ses limites en direct, à voir ses filtres, à bien observer. Je trouve que ça aide à observer. C'est un outil fantastique. Alors, ça demande de la discipline, parce que c'est pas évident d'accès au départ, parce qu'aussi on a une mauvaise compréhension de ce que c'est, donc c'est bien de se faire guider un peu au départ. Mais derrière, c'est un outil magistral qui change tout, puisque ça va changer notre cerveau, ça va changer notre système nerveux. Ça veut dire que à partir d'un certain moment où on fait de la méditation, et ça vient assez vite, on ne réagit plus de la même manière aux situations. Et donc, on a un système d'amplification positive de notre capacité à apprendre et observer. C'est un cercle vertueux. Absolument. C'est quoi aujourd'hui les éléments sur lesquels tu travailles encore, que tu essaies encore de changer? C'est approfondir ce que je viens de te dire. C'est pas compliqué. C'est incroyable. Tu sais, en lisant la question, où je m'étais dit, je vais demander à Raymond, c'est quoi pour lui, c'est les outils. Et c'est écrit, je me suis dit, mais en fait, c'est sûr que c'est encore ça. Oui, parce que il y en a d'autres plus précis dans des situations. Oui, alors bien sûr, bien sûr, il y a d'autres choses, mais fondamentalement, c'est ça. Parce que si je prends une analogie, parce que il faut du temps pour être Nadal ou Djokovic. Ça vient pas du jour au lendemain. Et si tu leur demandes ce qu'ils font, ils vont te dire des coups droits, des revers, des services. Ah ouais, encore? Ouais. C'est ça. Et parce que on peut perfectionner ça à un niveau incroyable. Et c'est la même chose avec les outils dont j'ai parlé. Et quand on voit, alors malheureusement l'Occident ne s'en rend pas compte parce que c'est méconnu, mais le niveau en termes d'humanité, mais aussi de capacité, je veux dire, d'influence sur leur environnement qu'ont les personnes en Asie qui ont poussé le curseur très loin dans leur travail sur ces éléments qui semblent des éléments intérieurs, mais qui finalement ont des répercussions extérieures. Moi, ça me rend très humble et je vois que j'ai encore beaucoup de boulot, quoi. Et en même temps, c'est un boulot joyeux. C'est-à-dire que je vois aussi mes progrès et je vois, je rejoins ce qu'on s'est dit tout à l'heure, comment ça me rend plus confortable au quotidien et comment ça me permet d'aider des personnes autour de moi. Donc, tant qu'il y a de la route à faire, moi, cette route, elle est belle et elle me convient. Diane t'apporte. Comment, en fait, j'ai envie de témoigner. J'ai commencé la méditation, du coup, soit c'était peut-être plus longtemps, mais pour avoir fait ça il y a quelques années, c'est en effet à un moment, déjà les premières sont, c'est complètement dingue. C'est la première fois que tu t'arrêtes et que tu t'écoutes ta propre pensée. Et en fait, tu compléteras. C'est la question que je me posais aussi. Tu te concentres sur un point et en fait, on te dit les pensées qui vont arriver, tu les laisses passer. C'est pas toi, c'est pas Clément. C'est des pensées. Elles arrivent. Parfois, tu vas t'accrocher, parfois elles vont passer. Et moi, déjà, juste ce fait-là de voir ces pensées et de dire ah mais elles sont là en dehors de moi. Moi, je suis présent. Il y a ces pensées-là. Et en fait, dans la vraie vie, après, du coup, tu vas être conscient de ça. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer la méditation? Comment tu lui dirais de commencer ça? Oui, je prends appui sur ce que disent la plupart des gens qui arrêtent. C'est parce que, justement, ils n'arrivent pas à calmer leurs pensées. Okay. Tu vois, et c'est là où ce que tu décris est très juste. C'est absolument normal et ça fait partie du process. Et donc, c'est déjà de la méditation. Tu t'assois en lotus chez toi, ce qui est déjà très dur. Moi, j'avais beaucoup lutté avec ça. Tu t'avances dans ton lit, t'écoutes des vidéos, tu dois avoir un maître. Comment qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit ouais, la méditation, ça m'a toujours tenté, mais je sais pas vers où aller? La première chose, c'est de dire tout simplement que le plus important, c'est de se détendre et d'observer. Okay.
Voilà. C'est vrai que c'est la première. Après, d'être en lotus, ok, ça va avoir des effets bénéfiques. Ouais. Clairement, c'est pas pour rien que cette posture, elle existe. Mais il y a plein de variantes du lotus. On n'est pas obligé de se faire mal aux genoux en ayant voilà la vraie posture du lotus. On peut déjà être assis sur un coussin, les jambes croisées, sans être dans une posture du lotus. Ce qui va apporter, une fois qu'on a de la détente et qu'on observe, si on le fait coucher, pourquoi pas. Si on arrive à le faire avec la colonne vertébrale verticale et qui n'a pas d'appui, ça va apporter un plus. Pour des raisons super intéressantes au niveau énergétique que je peux sans doute pas approfondir aujourd'hui, mais ça va apporter un plus. Mais on peut aussi le faire assis sur une chaise, le dos droit. On va récupérer déjà 80% des bénéfices. On n'est pas obligé de se faire mal aux genoux. Cela dit, c'est comme ça que j'ai commencé sur la chaise. Bah ouais. Mais cela dit, les résultats de mes observations, et je suis pas le seul bien entendu, mais moi j'en parle de connaissances acquises, c'est l'énorme plasticité de l'être humain. Et donc notre corps va s'adapter à des choses. Tu vois, j'ai appris des techniques. Quand on me les a appris, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux, c'est grillé. Ah, c'est vrai. Et finalement, quelques mois ou quelques années après, le truc est hyper confort. Ouais. Donc, ne nous mettons pas de limite en pensant que les choses sont trop difficiles. C'est de la pratique. Et on n'est pas obligé de se faire mal. Il faut avoir de la discipline. Mais après, accepter là où on en est. Se réserver un moment quotidien ou tous les 2 jours pour le faire, sinon en fait de toute façon c'est ça. C'est pas possible. Le rythme quotidien apporte énormément. Et il vaut mieux pratiquer moins longtemps mais quotidiennement qu'une grosse fois par semaine. Ça c'est, alors là, il n'y a pas photo. Faut que je m'y remette plus quotidiennement alors. Merci beaucoup pour ces points. Ça me rappelle des très bons souvenirs en plus de découverte. Et je fais une petite dédicace à Louis-Maxime avec qui on parle de ça très régulièrement. Salut Louis-Maxime. Salut Louis-Maxime. Tu l'as un peu dit, mais donc on en parlait justement avec Louis-Maxime, et moi j'en parle beaucoup avec Jeanne qui est médecin, qui me dit mais en fait c'est très cool vos trucs, hein, vous avez l'air d'être en super bien-être à méditer et tout, mais les gars il y a des vrais problèmes dehors, allez aider quoi. Donc toi tu crois à ce côté processus de transformation personnelle, diffusion, et d'ailleurs c'est un mot que tu utilises jamais, c'est le mot amour. Est-ce que tu crois que ce processus de transformation personnelle peut vraiment engendrer une transformation à plus grande échelle, une transformation collective? Évidemment, puisque rationnellement quasiment. C'est la manière dont on se comporte influence les gens qui sont autour de nous. C'est évident. Donc, si je me mets en colère ou si je reste calme dans une situation, ça va transformer la situation. C'est mécanique. Ouais. C'est mécanique. Simultanément, je suis pas en opposition avec le fait d'être dans le faire. Ouais. À certaines choses, dans certaines choses. Tu vois, j'ai monté Scola Nova, donc une école pour aider les jeunes en difficulté, etc. Je me suis pas juste assis sur un coussin en me disant je vais grandir intérieurement et ça va tout changer. Donc c'est deux approches qui sont complémentaires. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun trouve son équilibre. Et là-dessus, je suis pas du tout dogmatique. Certains vont s'épanouir et vraiment grandir dans le faire. D'autres vont être totalement dans l'être. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui connaissent Eckhart Tolle, il en parle très bien. Ouais. Il donne l'exemple de, je veux pas parodier. Non, mais dans un de ses épisodes, il parle d'Oprah Winfrey. Ouais, Winfrey qui connaît bien, en expliquant comment elle est hyper dans le faire, etc., et qu'elle fait aussi des choses qui sont positives, et que lui, c'est pas du tout son truc, il est à 100% dans l'être, mais que c'est à chacun de trouver son réglage de curseur. Et pour moi, être dans l'être, ça va changer déjà énormément de choses. Et c'est pas en opposition, c'est plutôt complémentaire parce que je sais que dans ce que je suis capable de faire comme action opérationnelle, ça part
de qui je suis à l'intérieur et de comment je réagis aux situations. Donc, si je m'améliore dans ma capacité d'être juste dans les situations dans lesquelles je suis plongé, juste, ça veut dire quoi? Avoir moins de filtres inconscients et d'être plus à l'écoute la réalité, pour mieux percevoir voilà l'ensemble des paramètres de la situation. Mon action opérationnelle, elle va être aussi beaucoup plus juste. Donc pour moi, il y aurait un risque d'être trop dans l'action sans faire ce travail intérieur, parce qu'on peut faire un travail d'action, mais qui va être compulsive et avec beaucoup d'angles morts. Et on peut faire beaucoup de dégâts si on a trop d'angles morts. Donc c'est là où on trouve, pour moi, un équilibre nécessaire entre les deux. Et finalement, chacun, à sa manière, va diffuser quelque chose de positif, que ce soit par l'action, mais avec toujours une petite conscience, ou alors complètement dans l'être et en parlant, en partageant ce qu'on vit, quoi, et ce qu'on a appris. Tout à fait. Et l'amour dans tout ça. Ouais, l'amour, c'est essentiel. Alors tu me dis que j'en ai pas parlé. Non, mais tu nous as appris beaucoup de choses. Et en fait, je trouve que finalement, c'est un peu je trouve la conscience, l'observation, l'émerveillement, tout ça, ça sous-tend ça. Bien sûr. Est-ce que comment tu vois ce concept? C'est omniprésent, tu as raison de le rappeler. J'en parle pas peut-être spontanément parce que, encore une fois, c'est un grand mot, c'est comme conscience, quoi. Chacun va y mettre des choses très très différentes. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, qui est multidimensionnel. Et il faudrait du temps pour creuser ça. Mais oui, tu as raison. Pour moi, ça sous-tend tout. Mais encore faut-il de savoir de quel amour on parle. C'est ça la difficulté. Mais quand on travaille un peu justement sur l'intérieur, l'amour devient tellement prégnant, tellement évident que tout va de soi sur cette dimension-là. Et le risque, c'est d'avoir une représentation un peu trop conceptuelle de l'amour. Voilà, l'amour, c'est une lumière hyper intense qui irradie tout. On en fait partie. On peut participer, mais on peut faire de l'ombre à cette lumière-là. C'est trop dommage. Si on travaille un peu sur soi, qu'on enlève ses lunettes de soleil, il y aura beaucoup plus d'amour. C'est joliment dit. Moi, je trouve que c'est une de mes limites de ma méditation et de ma conscience. Et de temps en temps, je reste agacé par des gens, alors qu'en fait, c'est tellement plus agréable d'aimer que d'être agacé par quelqu'un, parce que d'accord, il m'a klaxonné, mais il est victime de la route, il est dans peut-être quelque chose peut-être qu'il est malheureux, et donc, mais je trouve, il m'a klaxonné, moi, ça m'impacte, mais, je trouve que personnellement, c'est pas un des derniers, certainement pas, mais encore un des éléments sur lesquels je dois encore tellement travailler, et qui parfois me dit, mais Clément, ça sert à rien d'être énervé contre cette personne. Aime-la, c'est un être humain comme toi, et vas-y, quoi. Et la méditation, moi, m'aide. Mais on peut aimer et recadrer. Bien sûr. C'est là où c'est très subtil, l'amour. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ne pas juger, déjà, c'est colossal. Les effets que ça va avoir, c'est colossal. Et ne pas juger, c'est facile si on considère que l'autre en face de moi, c'était moi il y a quelques années, ou ça aurait pu être moi. Parce que ce qui génère son comportement, effectivement, ce sont ces lunettes, tu vois, qui sont un peu trop mal nettoyées. Et moi aussi, mes lunettes sont pas super propres. Et si je vois l'autre comme ça crée de la fraternité. Et j'ai pas envie de coller une baigne à mon frère, tu vois. Et donc, ça me permet d'être plus dans l'acceptation, non pas de l'action, mais de la personne qui a généré cette action. Et c'est là où on peut être, dans justement dans ce qui semble être paradoxal, c'est-à-dire recadrer quelqu'un parfois fermement alors qu'on l'aime profondément. Ça, c'est une phrase qu'un journaliste posait au Dalai Lama en pensant le piéger. Parce que chez les bouddhistes, tu sais que les émotions négatives sont à éradiquer. Et donc le journaliste pose la question au Dalai Lama: votre sainteté, est-ce que vous vous mettez en colère? Et le Dalai Lama répond oui, bien sûr, si l'autre en a besoin. Et voilà, à partir du moment où nous ne sommes plus victimes de nos comportements, mais qu'on les choisit, et de nos réactions qui sont compulsives. La plupart du temps, la colère, ça va être quelque chose de mécanique.
il y a quelque chose qui appuie sur un de mes boutons intérieurs sensibles et ça va me mettre en colère. Ça, c'est de la compulsivité. C'est pas de l'humanité. Maintenant, si j'ai conscience au moment où quelqu'un appuie sur un bouton sensible chez moi, que j'ai une palette de réponses possibles, et que je choisis, plus rapidement. oui, qu'il y en a une qui est prête à sortir spontanément, mais que parce que j'ai travaillé un peu sur mon intérieur, je peux choisir avant qu'elle sorte, et que je me rende compte que celle qui va sortir spontanément n'est pas la plus efficace, et que j'en choisis une autre, là tout change. Et dans certains cas, choisir de se mettre un peu en colère peut être l'option la plus efficace. C'est rarement le cas, mais ça peut l'être. Mais ça change tout entre la colère compulsive et la colère qui est en fait une fausse colère, qui est un choix d'une réponse adaptée à une situation. Avant de te poser la dernière question, est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Ah là C'est la première là. fois que je la pose dans ce podcast, cette question, je me suis dit que t'en avais peut-être quelques références. Ah ben oui, mais le problème, c'est comment se limiter à un livre. Comment se limiter? Comment se limiter à un livre? Parce que ça dépend vraiment, encore une fois, de qui j'ai en face de moi, Ok. de conseiller un livre. On peut dire ça. Et je peux en citer quelques-uns qui m'ont influencé. Ouais. Mais c'est dur d'en se limiter à un seul. Non, mais l'avantage, c'est qu'il y avait quelques-uns, les auditeurs peuvent juste les regarder et voir lequel les appelle. Ouais. Alors, pour un occidental, qui n'a pas encore beaucoup travaillé sur lui-même, et même pour certains qui ont commencé à bosser, ça reste utile. Pour moi, il y a eu un game changer. Enfin, il y a eu un déclic avec un bouquin que j'ai eu la chance de lire tôt. Ouais. C'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, ça sonne très américain, parce que c'est américain. Ça sonne très américain. Stephen Covey, okay. Mais qui est quand même un gars qui avait fait Harvard, un gars de bon niveau, qui a été conseiller de Clinton, et qui dans ce bouquin qui est très américain, donne une approche de la vie et des conseils concrets qui sont pour moi de grande qualité. Okay. Il pourrait être résumé en 5 fois moins de volume que ne tient le bouquin, ouais. Mais en même temps, c'est des choses qui sont très actionnables et qui ont de la puissance. Donc celui-là, je le conseille très facilement. Génial. Tu veux en mettre d'autres ou pas? Alors, sinon, je pense que c'est aussi bien d'en avoir un seul, quoi. Un seul? Bon, bah alors ok. Sauf si t'en as qui est sur le bout de la langue. Je veux pas t'arrêter. Après, ça dépend trop des contextes des personnes. On va rester là. Ouais. C'est bien. T'es quelqu'un tu l'as dit, t'es très joyeux, t'es très émerveillé. Comment tu réagis et tu te places face aux crises qui existent aujourd'hui, et comment est-ce que t'arrives à garder cette confiance en l'humain, à se dire en fait cette lumière qui est en train de diffuser par certaines personnes va continuer à se diffuser, ou c'est une question très large, mais moi aujourd'hui c'est peut-être la question la plus profonde que j'ai, parce que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ça, mais je me demande comment est-ce que notre belle espèce qu'est-ce qui va se passer dans 200 ans, quoi. Ouais, mais ok. Là, ça nous emmène beaucoup plus loin, ouais. Forcément. C'est tout à fait différent. Et ma réponse là-dessus, c'est que je le vis à 2 niveaux. Je le vis sur les aspects très pratico-pratiques humains du 21e siècle, en trouvant que c'est terrible et qu'on est globalement dans une médiocrité dans l'utilisation de nos ressources, de notre pouvoir, de notre soif d'avoir toujours plus. Voilà. Et ça, oui, ça entraîne des conflits majeurs, et c'est terrible. Et je vis ça comme dur, tu vois, parce que j'ai des enfants, parce que je vois les conséquences pour eux, parce que alors je me mets dedans aussi, mais j'ai déjà eu la chance d'avoir la vie que j'ai eue, qui a été fantastique. Donc pour moi, je n'y vois pas le même impact, tu vois, que pour les suivants. Et tu sais que ça t'impactera peut-être moins que tes enfants. Exactement. Exactement. Donc ça, je le prends très au sérieux, et j'essaye d'agir avec mes moyens. Et c'est là où c'est important d'avoir de l'ambition. Mais si on veut pas s'épuiser
c'est important de voir où on peut agir. Et moi, c'est un petit peu ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est mon premier niveau de lecture. Ouais. Et mon deuxième niveau de lecture, et ça nous emmène justement là beaucoup plus loin, c'est qu'il faut se déscotcher le nez de la feuille. On a trop le nez sur la feuille, le nez dans le guidon. Il y a un truc qui est assez terrible, mais qui est très égoïste en fait, quand on se pose la question de ça pourrait être la fin du monde. Ouais. Parce que la fin du monde, enfin la fin de la Terre, elle aura lieu quoi qu'il se passe. La fin de l'être humain sur la Terre aura lieu quoi qu'il se passe, puisqu'un jour le Soleil va devenir une supernova, le Soleil va cramer la planète. L'univers s'éteindra à un moment, enfin c'est pas... Ah, l'univers, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais déjà, juste si on prend le système solaire, là on réfléchit à notre échelle humaine. Et c'est là où on manque un peu de perspicacité. Parce que là, on se fait trop de nœuds au cerveau. Quand tu regardes un papillon, tu vois, t'es pas en train de t'attrister parce qu'il va mourir dans quelques heures, ce qui est le cas pour la plupart des papillons. La durée de vie d'un papillon est très très courte. Moi, c'est... Et donc, je termine juste là-dessus. C'est que on ne remet pas dans une perspective suffisamment large ce qui nous arrive à titre perso et ce qui arrive à notre humanité. Ouais. Dès qu'on remet ça un petit peu en perspective, alors c'est à la fois effrayant parce que se pose la question existentielle de qui je suis et pourquoi tout ça, et en même temps qui est fantastique si on va l'explorer de manière intérieure. Émerveillement, encore une fois. Émerveillement. Et puis, la vie dépasse ce qui se passe pour l'être humain, dépasse ce qui se passe sur la planète Terre. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant là-dessous, qui a construit tout ça. Et c'est cette exploration-là qui est aussi fantastique. Ouais. Et quand on met le doigt là-dedans, ça permet d'être aussi plus dans l'acceptation de ce qui arrive dans les choses qu'on voit comme absolument terribles et qui, d'un côté, sont terribles, mais qui, d'un côté, peuvent être perçues, comprises de manière beaucoup plus, dans un contexte beaucoup plus large. Je te partage vraiment ça, mais en gros, moi, je me pose cette question, et c'est une question que je pose à chaque fois. Parce que pour moi, ça change vraiment l'action que tu as envie de faire. Enfin, je trouve que dire, en fait, bon, de toute façon, c'est fini, on va vers le bas, ça sert à rien de faire des efforts. Et dans 200 ans, de toute façon, on sera une espèce, on sera encore en train de brûler du pétrole parce qu'on n'a pas réussi à sortir de ça. Ça donne beaucoup moins d'envie d'action que de se dire, en fait, non, là, typiquement, faire des efforts, méditer, tout ce genre de choses, ça, c'est peut-être le début d'une prise de conscience générale qui fera que l'humain, dans 200 ans, n'est plus du tout la même espèce qu'aujourd'hui. Il y a ses erreurs. Mais bien sûr. Donc c'est un peu à ce titre-là que moi, je trouve ça, enfin, je trouve que c'est comme de la philosophie. On imagine, on fait ce qu'on veut, mais c'est à ce titre-là que je te demandais, mais merci. Mais non, mais je partage, et je dis pas du tout, il faut faut baisser les bras, fermer les yeux, et puis aller dans le mur. Non, bien sûr. Être dans l'action. Mais pour moi, tu vois, ce qui donne l'énergie joyeuse qui permet d'être dans l'action dans un monde complexe, c'est aussi la deuxième dimension, qui est ce que je suis allé chercher, est-ce que je trouve dans l'exploration intérieure beaucoup plus profonde, qui transcende quelque part les difficultés tu vois, qu'on a évoquées. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Merci de l'invitation, Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!